Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci chère auditrice, chers auditeurs de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie de converser avec Céline Roy, ancienne danseuse professionnelle qui a créé sa méthode pour aider les femmes à renouer avec le mouvement, leur corps et leurs émotions. Nous nous sommes retrouvés à la maison My Blend pour enregistrer cet entretien. C'est un lieu lumineux et inspirant. Ensemble, on parle du ventre, qui est le siège de la force et un pilier essentiel de la posture, de la liberté et de la joie que donne le mouvement, de l'importance de se reconnecter à ses sens et donc à soi, des bénéfices de la respiration et de l'autograndissement. Car oui, la pratique sportive peut vraiment contrebalancer l'inconfort d'une baisse hormonale, notamment après 45 ans. Surtout, c'est une voie incontournable pour se sentir bien dans son corps et davantage en paix avec son apparence physique. Micro. Bonjour Céline Roy, merci de me rejoindre pour cette conversation à la maison My Blend. Le lieu est ravissant, donc c'est inspirant. Alors, vous êtes ancienne danseuse professionnelle. Vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené en fait à créer votre méthode? Alors en effet, je viens de la danse, donc à partir de l'âge de 16 ans, j'ai dansé tous les jours. Et puis, la méthode est arrivée petit à petit en fait. Je n'ai pas décidé d'écrire ou de créer une méthode. C'est vraiment au fur et à mesure de mon parcours professionnel qu'elle est arrivée à moi. Donc le parcours, ça a été d'abord donc un parcours de danseuse, puis enseignante de danse. Et pendant mes études en fait de danse, j'ai fait déjà du pilates, du yoga, du chant. Donc j'étais déjà initiée à ces méthodes et dans mon enseignement, j'ai eu envie en fait de me tourner vers ces disciplines. Donc je suis partie aux États-Unis où je me suis formée à toutes ces thérapies corporelles. Je suis revenue au pilates, j'ai fait de la fasciathérapie, gyrokinésie. Ensuite, de retour en France, j'ai eu la chance de travailler dans des cabinets médicaux, en kinésiologie également, donc avec des kinésithérapeutes. Je me suis reformée encore en 2 gasquets. Et en travaillant dans les cabinets de kinésithérapie, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus coller une méthode à un corps. Parce que je voulais répondre aux besoins de chaque corps. Mon objectif assez simple était qu'ils aillent mieux à la fin du cours. Donc je commençais à apprendre un petit peu de pilates, de yoga, même de chant. Et c'est comme ça en fait que la méthode est née. Parce que c'était des gens qui avaient des difficultés physiques ou qui étaient à post-accident ou est-ce que c'est des... Quand je travaillais avec des médecins, c'était des personnes qui avaient des maladies, des pathologies lourdes. Voilà, des cancers, des scléroses en plaques, des maladies cardiaques, enfin vraiment voilà, des maladies assez lourdes. Ensuite, en cabinet de kinésithérapie, c'était beaucoup de hernie discale, des pathologies d'épaule, mais c'était ouvert aussi à des personnes qui n'avaient rien. Et je travaillais en même temps avec des athlètes, des personnes simplement qui voulaient travailler la force physique. Mais je dirais que même si on a une pathologie ou même ensuite un athlète ou une personne simplement qui pratique pour son plaisir, finalement, c'est le même constat. Pour moi, encore une fois, une méthode ne peut pas convenir pour un corps. En fait, il faut mélanger plusieurs choses pour que ce soit vraiment efficace. Alors, vous vous adressez notamment aux femmes de 45 ans et plus. Et vous pensez qu'à cet âge-là, on a davantage besoin de bouger? Tout à fait. On va rentrer dans la période de périménopause, ménopause. Et donc, le bouleversement hormonal que l'on va subir va forcément entraîner une transformation en fait chimique un peu de notre corps. Donc, on a besoin surtout d'avoir un training qui soit adapté à cette période, voilà. Et puis je m'adresse aux femmes de 45 et 50 ans parce que j'ai 50 ans. Oui, au hasard. Et voilà, c'est un âge où je peux bien parler. C'est toujours un petit peu plus flou quand j'ai des personnes, d'ailleurs je leur dis, 65 ans, j'ai pas encore traversé. Moi, on peut avoir différents types de pédagogie. Moi, la mienne, c'est de m'entraîner, de ressentir et de transmettre. Alors voilà, là je peux parler entre 0 et 50 ans, je peux en parler. Évidemment, je correspond pas à tous, mais j'ai traversé, donc je peux en parler plus facilement. Le reste, quand c'est un petit peu plus âgé et une période que je n'ai pas traversée, je m'appuie sur des études scientifiques. On peut toujours imaginer, mais voilà, c'est un petit peu moins incarné quand même que là. Donc c'était naturel en fait pour moi de m'adresser à des femmes de mon âge. Et vous rappelez d'ailleurs dans votre guide qui vient de paraître, donc qui est coécrit avec la nutritionniste Virginie Paré, donc qui s'appelle 30 jours pour aimer son ventre. Vous rappelez que bouger favorise la sécrétion d'hormones bénéfiques. Ça compense donc en fait le chahutage hormonal de la ménopause, mais vous pouvez nous préciser? Alors tout à fait. Quand on va faire du sport, enfin
ça dépend de la façon dont on va faire le sport, mais si par exemple si on fait de la respiration, on va évidemment sécréter les hormones du bien-être. Donc on va sécréter évidemment des endorphines dans le sport, de la dopamine, de la sérotonine, et ça va contrebalancer cette baisse que l'on a de la progestérone et des oestrogènes qui créent vraiment des inconforts. Donc le sport va avoir vraiment un rôle presque un peu thérapeutique pendant cette période. Avant, c'est peut-être simplement un loisir, mais là c'est presque un petit peu obligatoire si on ne veut pas subir cette période, parce que si on pratique, vraiment ça passe très très bien. On peut avoir aucun inconfort et simplement contrebalancer avec la pratique sportive. Donc ça, c'est encourageant. Ouais. Mais alors, vous dites bouger, mais pas seulement, vous dites aussi sculpter. Vous pensez qu'on est davantage motivé par l'idée de modifier, d'embellir sa silhouette, de raffermir son corps, que par l'idée de mieux dormir, de juguler un confort passager Non, c'est toujours l'esthétisme. Pour moi, ça sera toujours la deuxième intention. Je ne peux pas faire un moteur de l'esthétisme. Mais encore une fois, c'est pour moi, pour mon corps. C'est parce que je me sens bien sur un tapis, parce que ça crée tellement de bien-être dans mon ventre. Moi, c'est le ventre est le socle de ma méthode, parce que vraiment, c'est ce que je ressens quand je m'allonge sur un tapis. Mon ventre commence à gargouiller. J'ai tout de suite l'impression d'être en vie. Ça et ma respiration, c'est vraiment mes deux moteurs. Et je sais que ça fait du bien à mon corps. Et ensuite, on ne peut pas décorréler. C'est-à-dire que quand vous faites du bien à votre corps, vous êtes plus radieuse. Votre esthétisme forcément ça va jouer un petit peu, mais c'est pas la première intention. Oui, voilà, pour vous, mais pour nous. Alors parfois, les personnes arrivent avec en effet un souhait de transformer quelque chose. C'est souvent, mes élèves arrivent souvent en disant « je n'aime pas mon ventre, je n'aime pas mes jambes, j'aime pas ci ». Mais très vite, elles se rendent compte avec la méthode qu'elles vont trouver bien mieux que ça. C'est sûr, parce que j'allais vous dire, vous insistez notamment aussi sur le bien-être émotionnel et effectivement, on a une meilleure humeur, peut-être même davantage de confiance en soi, et ça, ce sont des choses qu'on ressent bien avant des effets sculptants sur la silhouette. Les premiers effets, de toute façon, même en termes de musculature, ça ne se voit pas de l'extérieur, vous les ressentez de l'intérieur. Joseph Pilate disait déjà ça, il me semble qu'il disait en 10 semaines, vous allez vous transformer de l'intérieur, mais il faudra 1 année pour que ça se voit de l'extérieur. Et on est tellement heureux déjà quand nous, on ressent les choses, quand on ressent un corps un peu plus fort, un peu plus musclé, mais ça change notre regard sur nous. Et c'est déjà gagné au niveau esthétique. C'est vraiment le meilleur message, en fait. Et c'est ce qui va nous faire revenir sur le tapis. Je confirme. Ouais. Mais alors quand même, vous ne craignez pas que, étant donné que vous avez une silhouette en fait qui coche beaucoup de cases des canons actuels, vous êtes évidemment mince, alors, musclée. On rappelle quand même que je fais 1m60. Excusez-moi, mais les canons actuels, ça se discute quand même. Des canons de minceur en tout cas et de fermeté. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas peur que ça, par contre, les gens vous suivent, puisque vous êtes aussi beaucoup sur Instagram, parce que vous êtes un modèle pour eux, et puis après tout, est-ce que ce serait d'ailleurs si grave si vous suivez pour ça ? Oui, et puis alors moi je fais comment ? Je suis comme ça, donc c'est aussi dans l'acceptation des uns et des autres. Moi je ne me force pas à être mince, je pense que c'est, j'ai toujours été mince, enfant... Alors je l'ai peut-être entretenu aussi en faisant beaucoup de sport et beaucoup de danse, mais je suis quand même, je suis née comme ça. Et puis je crois que très vite quand on est en contact avec moi, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Vraiment, déjà moi, quand je regarde quelqu'un, je ne le regarde pas pour sa minceur. Je suis vraiment en lien c'est avec tout ce que ça comporte, avec tous les sens aussi. Quelqu'un qui me regarde, quelqu'un qui m'observe, moi j'observe, je regarde. Ensuite, j'ai toujours trouvé des personnes rondes magnifiques. La minceur ne m'intéresse pas. Le bien-être m'intéresse. Et quand vous êtes bien, vous êtes beau. Et d'ailleurs, vous venez de dire quelque chose de très important qui est vraiment presque central dans votre méthode. Vous avez évoqué les sensations. Vous nous encouragez en fait à ressentir, mais pas seulement dans nos muscles, mais aussi utiliser notre odorat, notre vision. Vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, j'utilise en fait ce que j'appelle moi la pleine présence. Et la pleine présence, c'est activer la sensorialité de son corps à travers les 5 sens
primaires, on en a d'autres, mais qui sont donc tout d'abord l'odorat. L'odorat, c'est quelque chose de très actif dans ma méthode parce que donc l'odorat est le seul sens qui n'est pas trié par notre cerveau. Je trouve ça très intéressant parce que pour les autres sens, nous percevons un peu ce que nous voyons, ce que nous voulons. Alors que l'odorat, on sent exactement, ça arrive directement dans la zone limbique de nos émotions. Et donc, une odeur est liée aux émotions. Donc ça, c'est quelque chose que je vais utiliser beaucoup. Il y a une phrase qui dit « Le monde n'est pas ce qu'il est, il est ce que nous sommes ». Parce qu'après, pour les autres sens, c'est trié par notre cerveau. Donc, on arrange toujours un petit peu la vérité. Par exemple, pour le nerf optique, donc la vue, là où s'insère le nerf optique, c'est un espace noir. Là, quand vous me regardez, vous ne voyez pas cet espace. Eh bien, c'est votre cerveau qui s'arrange pour que vous ne soyez pas confronté à cet espace noir. Donc, il vient coller une image assez proche de l'autre. Enfin, je trouve que c'est fou. Enfin, là, pour moi, le corps est une machine incroyable. Donc, quand je regarde un paysage, si on le regarde ensemble, on ne verra pas la même chose. Et ça, c'est aussi beau, ça fait notre singularité, mais il faut le savoir, c'est-à-dire que c'est trié. Donc, en effet, l'odorat est pour moi déjà primordial pour se reconnecter à nos émotions. Autre chose, c'est qu'au niveau de l'odorat, il y a deux émotions qui n'arrivent jamais avec une odeur, c'est la peur et la colère. Ah oui. C'est très intéressant parce que nous vivons dans un monde où la peur et la colère nous entourent, et quand on inspire quelque chose, vous n'avez pas d'odeur qui fait peur, vous n'avez pas d'odeur qui met en colère. Donc, vous êtes sûr d'être dans d'autres émotions. Donc ça va vraiment être intéressant aussi pour s'apaiser. Il faut savoir aussi que l'odorat, puis après j'arrête avec l'odorat, mais il faut savoir également que l'odorat, c'est ce qui se perd le plus vite dans les maladies neurodégénératives. Donc c'est vraiment quelque chose à cultiver parce que je crois que c'est vraiment source d'apaisement et un lien avec nous-mêmes. Ensuite, donc j'utilise la vue, l'observation de soi, pas l'image de soi. Encore une fois, j'invite vraiment à regarder en direct, pas forcément sur un miroir ou sur un téléphone, essayer de vraiment s'observer. Ensuite, l'écoute, on va écouter ce qui se passe, un bruit très loin, un bruit plus près, pour faire une harmonie. On est souvent dérangé par ces bruits, mais essayer d'être stimulé par les bruits, c'est intéressant. Pour trouver notre propre harmonie corporelle, le goût. Voilà, ça c'est aussi, alors dans la pratique, parfois c'est un petit peu plus difficile parce qu'évidemment on ne mange pas, on ne boit pas, mais j'invite à venir chercher un petit peu les récepteurs du palais, les lèvres, tout ça, retrouver et de stimuler. Et puis le toucher, voilà, le toucher qui est pour moi très très intéressant dans la reconnexion à soi et de ces 5 sens. Donc évidemment ça invite à la reconnexion, mais le plus surprenant c'est que ça donne de la performance. Ah oui. Ouais. Beaucoup plus. C'est-à-dire que dès que je touche quelque chose, il y a plus de stimuli, plus de chemins neuronaux pour le musculaire, donc on amplifie le musculaire. Et peut-être on retient mieux l'enchaînement des exercices. On mémorise, voilà. Vue et toucher sont vraiment utilisés au moment de la pratique et l'odorat. Mais pour les autres sens, c'est plus une mise en action, c'est un début de cours où j'invite vraiment à essayer de rentrer en connexion avec tout ça, en connexion simplement avec le monde qui nous entoure en fait. Nous avons des capteurs partout sur la peau. La sensorialité de la peau, c'est incroyable. On est capable de deviner en fait une présence sans regarder, juste parce qu'on a des capteurs sur notre peau qui nous dit « Ah, il y a quelqu'un derrière nous ». Et quand on devient sensible, en fait, sensoriel, c'est extraordinaire. Et alors, vous évoquez aussi l'apport des neurosciences. Alors c'est la pleine présence, puis les neurosciences, je vais les emmener aussi à travers donc des études déjà, et puis aussi le nerf vague. Le nerf vague va être très intéressant. Je vais l'utiliser donc en chantant, en déclenchant un petit peu donc dans la respiration que j'utilise. Le nerf vague, c'est un peu un nerf qui est un curseur sur votre état aussi d'apaisement, de confort, de bien-être. Donc c'est intéressant d'avoir ce qu'on appelle un bon tonus vagal. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être énervé, mais surtout il faut savoir changer d'état. Ce qui est le plus invalidant, c'est quand vous êtes en colère et que vous n'arrivez pas à passer cet état. Ensuite, ça devient de la rumination, donc vous allez ne plus dormir. Et c'est là en fait où ça va devenir gênant. Être en colère, c'est pas
On a tous, voilà, c'est humain. Mais entraîner son nerf vague avec différentes techniques respiratoires, on peut l'entraîner avec ces fameuses douches froides, ses bains glacés, il y a plein de façons d'entraîner son nerf vague, son tonus vagal. C'est surtout être capable de changer d'état. Donc ça, c'est, je trouve, l'avancée des neurosciences également qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre dans le renforcement musculaire. Ça m'amuse beaucoup. Oui. Alors pour en revenir, puisqu'on est on est aussi dans le podcast Injonction et Bistouri, certains jugent que le recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique, ça dénote peut-être une soumission plus ou moins grande aux injonctions sociétales. Est-ce que vous pensez que parfois l'envie de pratiquer une activité physique, notamment si la première motivation c'est la silhouette, ça peut aussi être une forme de soumission à des normes, à des canons de beauté, et du coup on perd un peu le fil de être bien, être apaisé avec soi-même. Oui, alors c'est possible. Hein. C'est possible parce que j'ai beaucoup, par exemple, de questions de femmes qui, je me rends compte, qui faisaient du cardio, pas parce qu'elles aimaient faire du cardio, parce qu'elles pensaient qu'elles éliminaient plus en faisant du cardio, ou certaines personnes me disent, mais je suis surprise parce que dans votre cours réformeur, dernièrement j'ai reçu un message comme ça, elle avait dû mesurer, vous savez, avec sa montre, le nombre de calories dépensées. J'ai pas dépensé beaucoup de calories dans votre cours réformeur, pourtant j'ai senti les muscles en profondeur, pourtant je sens, est-ce que vous croyez quand même que je ne vais pas prendre de poids? Ça, c'est la mauvaise voie. Alors je comprends, selon le métier que l'on fait, que ce soit aussi important, peut-être le physique, voilà, mais c'est pas le bon chemin. Donc c'est vrai que j'ai conseillé à cette personne de garder confiance, d'arrêter de compter les calories. Et enlever sa montre, surtout ça empêche les connexions. Ouais. On n'est jamais plutôt que de mettre une montre connectée, peut-être c'est ça, enlever les choses qui nous connectent et juste se reconnecter à nous. Faut se faire confiance. Si on a senti, voyez par exemple, si on a senti ces muscles en profondeur, ça veut dire qu'on les a renforcés, ce qui signifie que ces muscles-là, sur du long terme, vont venir brûler des calories. Et ça va être efficace sur finalement cette élimination qu'elle souhaite. Et c'est une fausse croyance de penser que votre monde vous a dit que vous aviez brûlé 200 calories, vous aviez fait, c'est un peu la mode, des 10 000 pas. C'est quelque chose qui ne me ressemble pas. Sans jugement pour les personnes qui s'accrochent à ça, mais je crois que c'est vraiment pas le bon chemin pour l'activité sportive. Voilà pourquoi vous insistez sur la reconnexion et sur justement aller un petit peu titiller tous nos sens qu'on n'a peut-être effectivement pas l'habitude de solliciter, ou en tout cas pas comme il le faudrait. C'est vrai que on reçoit des informations via nos sens, mais là c'est pas mal de se poser et de dire je regarde ce que je reçois, ce que je perçois. Et ensuite ça va aussi développer beaucoup notre capacité, notre intuition. Et on dit que plus on aura une sensorialité développée, plus on fera également des meilleurs choix. Choix évidemment dans le renfort musculaire. Il faut essayer de retrouver la confiance en soi, cette intuition de quoi j'ai besoin pour que mon corps soit bien. Alors, pour en revenir donc ce que vous disiez, si c'est d'avoir des jambes sculptées et fines, pourquoi pas? La liberté de chacun, c'est vraiment extraordinaire, donc pourquoi pas? Mais il faut justement que ce soit vraiment notre demande, les besoins de notre propre corps, et pas forcément les besoins d'une image qu'on a envie de coller, d'une société qui serait mieux avec des jambes sculptées. Et vous avez évoqué aussi une notion qui me paraît très importante, qui est la notion de plaisir. Quand vous évoquiez la personne qui faisait du cardio alors qu'elle n'aimait pas ça, quelle est la place justement du plaisir et du désir de faire tel ou tel exercice plutôt que tel ou tel autre? Ça joue aussi beaucoup dans votre méthode? Oui, alors le plaisir par contre, vous savez, c'est comme un enfant, un adulte, c'est un petit peu la même chose avec le sport. Parfois il faut s'éduquer aussi pour après avoir du plaisir. Il faut quand même, quand vous touchez quelque chose, c'est comme un peu le palais, quand vous goûtez un aliment pour la première fois, dans la découverte, c'est jamais extraordinaire quand même. Les enfants, par exemple, on va leur donner petit à petit, puis ils vont prendre goût à certains aliments. Pour moi, le sport, c'est la même chose. Donc, il faut en effet avoir du plaisir, mais il faut aussi se laisser le temps d'appréhender ce sport et de dire, ce sport m'intéresse, petit à petit, je vais découvrir le plaisir. Mais le plaisir est fondamental, plaisir et joie de pratiquer. La joie est un pilier de la santé. Si on enlève la joie, si on est dans la contrainte, on enlève une part, ce qu'on appelle les facteurs du vivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans joie. Donc dans le sport, c'est pareil, il faut vraiment
plaisir et joie. Et on peut avoir du plaisir en faisant de la course à pied. On peut avoir du plaisir au contraire pour certaines personnes à faire du yoga, de la respiration, ou les deux aussi. Voilà, il faut vraiment trouver, pour moi c'est primordial, peut-être à 50%. Parce que c'est ce qui va vous faire revenir sur votre tapis. Le reste, non. Le reste, vous allez trouver la moindre excuse. On en a plein en plus des excuses parce qu'on a des vies à 100 à l'heure. Donc, vous allez essayer de l'éviter, votre tapis. Enfin, moi, c'est un peu ma mission quand j'enseigne. J'essaye que tous les corps retrouvent quelque chose pour qu'ensuite, justement, on s'installe sur ce tapis en se disant « Ah si, ici, j'étais bien ». Dans mon studio aussi, souvent, les personnes me disent « Quand j'arrive, je pousse la porte, je suis bien ». Parce que je pense qu'il faut emmener aussi un peu de douceur aussi dans les endroits qui nous entourent, c'est important pour que tout ça va contribuer au fait de se sentir bien dans un studio, de ne pas se sentir jugé. Voilà, je pense que c'est vraiment important. J'invite aussi beaucoup dans cette notion de plaisir à avoir du plaisir, à avoir un bon tapis. On n'en parle pas souvent, mais il faut pas lésigner sur le tapis parce que c'est là où vous allez pratiquer. Il faut qu'il soit super confortable. Moi, je les adore. J'ai 2 tapis, un à Paris et un à Lyon. Et vous ne me ferez pas pratiquer sur n'importe quel tapis. J'ai vraiment besoin d'être bien sur mon tapis. Et puis, dans ma tenue. Oui. La tenue va être aussi importante pour avoir plaisir à pratiquer. Pas pour être regardé dans sa tenue, pour soi. Oui, parce que vous disiez que, par exemple, quand vous pratiquez, vous aimez bien avoir les bras nus, parfois le ventre nu. Même, vous disiez, si vous pratiquez chez vous seul, habillez-vous le moins possible parce que ça a aussi une influence sur la façon dont on s'entraîne. Dont on bouge, tout simplement. Quand on est vêtu ou pas, on ne bouge pas de la même façon. Quand on s'habille très serré, ou quand on s'habille très large, un jogging, on ne se déplace pas de la même façon. Le corps s'adapte, il n'a pas le même ressenti. Quand vous pratiquez avec des jambes par exemple nues, le fait que l'air vienne se glisser entre vos jambes, vous sentez cet espace qu'il y a entre les jambes. Si vous mettez un tissu, vous ne sentez pas. Donc comme je parlais tout à l'heure des capteurs, des récepteurs de la peau, le plus on va stimuler ces capteurs, le plus on a des informations. Enfin, les retours de mes élèves me disent, parce que j'ai beaucoup qui pratiquent vraiment en petits shorts, elles sont chez elles, donc personne ne les voit. Il faut oser, voilà. Évidemment qu'en studio, bien c'est très différent, on ne peut pas faire exactement comme on veut. Mais dans la pratique justement en ligne, c'est ce que j'adore, c'est qu'on est dans notre zone de confort, on peut s'installer une pièce cosy avec un tapis douillet et puis pratiquer, avoir une température qui nous permet aussi de pratiquer pas trop habillé. Voilà, aussi si on est frileuse, mais c'est très important. Oui, pour moi, c'est essentiel. Et vous pensez qu'on met combien de temps à trouver comme ça un petit peu les éléments qui vont faire que cette routine va s'installer dans notre vie finalement le mouvement va s'installer, être plus présent dans notre vie. Ça dépend des personnes, j'imagine, mais en gros, il faut... Ça dépend des personnes, mais normalement, pour changer une habitude, c'est 21 jours. Okay. Voilà. Pour changer... Oui, c'est ça. Voilà. Pour ancrer, voilà, c'est 21 jours, on commence à changer les choses. Donc, moi, je vois dans mes cours quelqu'un qui est au-delà du premier mois, qui ne se désinscrit pas, qui est là, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. C'est-à-dire que je l'ai emmené et elle a adhéré ou il a adhéré et on va pouvoir faire un bon bout de chemin ensemble. Quand je dis c'est gagné, ce qui ne veut pas dire qu'elle pratiquera toujours avec moi. Parce que moi, mon objectif, c'est de rendre mes élèves autonomes. C'est pas de les rendre dépendants d'un cours avec moi. Hein. C'est vraiment de les rendre autonomes, de leur donner un maximum d'outils pour qu'ensuite même elles puissent se dire pendant 3 mois, je ne pratique pas, je fais seule, je sais bien. Puis parfois, ils reviennent me voir pour un petit peu plus de détails, ils ont perdu peut-être en précision, voilà, hein, c'est vraiment... Mais quand on a commencé cette méthode et qu'au bout d'un mois, on a envie d'aller plus loin, vraiment, on va découvrir plein de choses, ce qui fait que c'est une... Moi, ça fait longtemps que je la pratique, j'ai l'impression d'être encore qu'au début de mon corps, de cette machine, de ces petites portes ouvertes qui se sont ouvertes. Donc j'imagine quelqu'un qui débute et qui a que 1 ou 2 mois, Et comment on fait pour savoir ce qui est bien pour nous ? Vous avez l'air de dire que finalement, on devrait pouvoir le ressentir si on est très éloigné du mouvement, comme c'est le cas notamment dans notre société où on est extrêmement sédentaire.
beaucoup de gens passent des heures devant un écran, assis, où on perd justement le fonctionnement même presque, j'allais dire, naturel du corps, qui est celui du mouvement. Comment on fait pour sentir qu'on est sur le bon chemin? C'est pour ça qu'il faut prendre des cours. Je pense qu'il faut peut-être se faire guider. Moi, j'aime bien accueillir aussi les élèves en leur disant, voilà, vous avez tel morphotype, parce qu'on a quand même des morphotypes. Par exemple, quand je vois vous parliez de la position assise, il faut savoir que si nous sommes 6 heures assis par jour, on constate une amnésie du moyen fessier. Ah oui. C'est quand même scientifiquement prouvé à l'heure actuelle, parce que vous ne pouvez, là on est assise, on ne peut pas serrer les moyens fessiers, même pas les sous-fessiers, on ne peut pas. Si on a le bassin droit, c'est impossible. Donc on étire tellement avec ce poids nos moyens fessiers pendant toute une journée, qu'au bout d'un moment, le cerveau a décidé d'enlever ce muscle, il n'existe plus. Donc on n'arrive plus à le contracter. Voilà. Donc il faut le reconditionner comme si on avait été blessé, et puis il faut le rééduquer. Voilà, c'est un petit peu plus long. Alors moi j'aime bien, voilà, quand je vois ça, par exemple, je fais un petit diagnostic, je ne suis pas médecin, mais je fais un petit diagnostic en disant, voilà ce qu'il faut travailler. Il va falloir renforcer telle zone, redonner du muscle ici. Par contre, attention, l'élasticité ici. Je perçois aussi l'état nerveux de la personne, si on a besoin de beaucoup de respiration, beaucoup de nerfs vagues, ou si au contraire le stress est bien géré. 90% quand même des personnes ont un problème de stress assez chronique. Voilà, c'est souvent, surtout parce que la position assise aussi met un stress chronique. On est prisonnier de cette position assise. Donc je pense que c'est bien de se faire accompagner par un coach qui va vous observer, pas qui va vous faire des exercices. Accepter parfois même d'avoir un cours où on bouge pas. Juste un bilan, enfin on ne bouge pas, ou très peu, mais pour comprendre, et puis un peu comme quand on fait un bilan pour notre peau. Oui. Parfois on est reçu pour notre peau, on se dit voilà, qu'est-ce qui va pas, puis on attaque le traitement après. Bien là c'est un peu pareil, de se faire accompagner. Et puis ensuite, je dirais que plus, encore une fois, vous allez être dans la sensorialité, plus vous connaissez les besoins de votre corps. Vous allez savoir si vous avez besoin plutôt d'aller courir, plutôt que d'aller vous relâcher, plutôt faire de la piscine. Vous allez savoir. Et puis ensuite, la dernière chose, c'est quand je sors d'un cours, il m'a fait du bien. C'est la seule chose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cours. Il y a des cours qui font du bien, tout simplement. Et ça, c'est forcément un bon cours, peu importe la méthode. Oui, et c'est pas parce qu'on aura des courbatures de scie... Non, ça c'est encore une croyance, et puis encore un peu dans la performance, dans ce jugement de soi. J'ai des courbatures, j'ai bien travaillé. Alors, la courbature n'est pas toujours négative, mais si on est dans un process de progression, comme pour un athlète, moi je fais souvent le lien entre un entraînement d'athlète et un entraînement d'amateur. Non pas que je veux que mes élèves soient athlètes, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. L'athlète est chouchouté, est mesuré, il est pris en charge, il est aidé. Et l'amateur, souvent, il est tout seul face à son training, il ne sait pas faire. Et souvent, voilà, je lui dis, mais voilà, si vous aviez une compétition dimanche, eh bien, 3 mois avant, on vous prépare petit à petit pour cette compétition. On prépare l'alimentation, on prépare évidemment le côté sportif, et on va éviter les courbatures, parce qu'on sait qu'un athlète qui à chaque fois va avoir trop mal à son muscle, il a un risque de blessure et un risque de régression. Donc notre objectif, c'est au contraire d'avoir une progression pour qu'il soit le plus performant possible. Pour moi, un amateur, c'est pareil. Même si, évidemment, si vous faites du sport 1 fois par semaine, c'est plus facile d'avoir des courbatures parce que le muscle est surpris à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on préconise plutôt un peu tous les jours pour aussi faire une belle préparation. Et puis j'ai un élève qui me confiait ce week-end, j'étais en retraite avec des élèves, qui me disait, depuis que je fais la respiration et que je me force à avoir cette vocalise du nerf vague, je n'ai plus une seule courbature. J'allais y venir à la respiration parce que évidemment vous l'avez évoqué aussi, et le travail postural et la respiration, c'est presque des routines qu'il faudrait faire au quotidien en fait. Oui. Complètement. Moi, je me réveille toujours avec 3 respirations dans mon lit et un appui de mes pieds au bord de mon lit. Ça me prend, je pense, pas plus de temps que de me lever d'une traite. Mais c'est important pour moi de me connecter. Je me réveille, on sait que la nuit, c'est un moment de régénération. C'est un moment où la chimie du corps a bougé, les disques entre vos vertèbres ont gonflé, les tissus, les fascias, tout ça, tout
c'est régénérer, même le cerveau, je ne suis pas spécialiste du cerveau, mais voilà, il me semble que tout ça est en place. Et donc, quand on se réveille, je trouve que, voilà, reconnecter, juste les pieds nus, c'est pas compliqué, au bord du lit, on appuie, on sent les muscles de posture qui vont se mettre en place, la respiration, on sent ce ventre, voilà, qui relâche, les gargouillis, la vie, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vraiment pour moi des signes de vie. Alors là, bon, c'est de l'audio, donc on ne vous voit pas quand vous montrez comment vous faites le matin, mais donc j'ai cru percevoir de l'autograndissement, qui est un autre pilier de votre méthode. Et c'est vrai que l'autograndissement dans le Pilates, on sait que... L'autograndissement, c'est déjà la danse. La danse voilà, classique l'a fait avant tout le monde. Oui, bien sûr. Et voilà, qu'est-ce que ça apporte de s'autograndir? Parce que du coup, ça paraît assez accessible à tout le monde. Donc, tout le monde. Ça l'est. Et ça change. Alors, l'autograndissement, on imagine que déjà la colonne vertébrale, c'est quand même le seul os capable de se grandir. Aucun autre os du corps n'a cette capacité, et c'est grâce en fait à ces vertèbres et ces disques, ce jeu, où on peut mettre un peu d'espace. Donc c'est incroyable. Et à travers cette capacité, il faut comprendre que les muscles s'attachent sur cette colonne vertébrale. Donc quand on veut par exemple avoir un ventre un petit peu plus plat, même si j'aime pas trop ce mot, le fait de s'autograndir déjà va venir gainer la taille, va remonter votre ventre naturellement, sans même faire d'abdos. Même les abdos parfois font l'inverse, ils nous raccourcissent, ils nous tassent plus qu'autre chose. Donc ça va être très très important. Et puis une autre chose dans cet autograndissement qui est très important, ça va donner la liberté du diaphragme, la liberté de la respiration. Quand j'ai une colonne très érigée vers le haut, mon diaphragme peut descendre et monter. Si la colonne elle est tassée, ça va évidemment bloquer les mouvements du... sera moindre. Donc, avec tout ce que fait la respiration dans le corps, on se sentira moins bien, parce que la respiration, c'est de la détente, mais c'est aussi de la détox naturelle. Voilà, le diaphragme, il est relié à énormément d'organes, et puis également, il a beaucoup d'accroches sur cette colonne vertébrale. Donc, on l'emmène partout, vous voyez, avec cette colonne vertébrale et cet allongement. Le postural et la respiration ne sont pas dissociables. Oui, bien sûr. Tout va ensemble. Donc là, à vous écouter, on se dit que ça pourrait presque être facile même de se reconnecter avec son corps sans objectif forcément silhouette. Parce que si on s'autograndit, qu'on respire comme il faut déjà et qu'on bouge plus, on peut se dire qu'on est un peu sur le chemin d'être mieux dans le corps tel qu'il est, même avant d'avoir un progrès. Et puis les progrès viendront. Ils viendront. C'est la première porte que l'on ouvre. Voilà. Et si on n'ouvre pas cette porte... Les chemins sont possibles, mais ils sont plus difficiles. Et là, c'est vraiment une ouverture que vous faites à votre corps. Et puis, vous allez vous sentir bien, parce que je crois que Joseph Pilates disait ça aussi, quand le centre est fort, on se sent aussi plus fort, on a une meilleure confiance. Et pour que ce centre soit fort, il faut avoir cette posture. On le voit, quelqu'un qui est pas très sûr de lui a les épaules en dedans, on a tendance à baisser la tête quand on n'a pas le moral, quand on est un peu déprimé. Puis au contraire, quand on est heureux, joyeux, on a les épaules qui s'ouvrent. Voilà, même chose, je pense que ce que l'on vit émotionnellement, on le voit sur le corps, on le voit sur le visage. Vous êtes sur un podcast d'injonction et bistouri, mais on voit aussi, le visage n'est pas qu'une question de rides et de peau, et c'est toutes nos expressions de joie, de nos émotions, on est fait de tout ça. Et alors, moi j'avais envie de vous dire quand même, parce que vous avez fait beaucoup de danse, et c'est vrai que la danse, pour beaucoup de gens, c'est quand même d'abord de la discipline et d'une exigence incroyable. On aurait pu se dire, en fait, après toutes ces années de danse, vous auriez pu avoir envie peut-être de laisser tomber une forme de contrôle sur votre corps, mais là, quand vous en parlez, on n'a pas l'impression que ce soit un contrôle, ce que vous continuez de faire. Non, je crois pas. Ensuite, je suis très rigoureuse, je suis très travailleuse quand même. La rigueur me donne accès à la liberté. J'adore être libre. Et dans mon corps, et dans mes pensées, et dans mon travail, la liberté est vraiment quelque chose de primordial. Et dans cette rigueur, je trouve que quand vous avez travaillé votre mouvement, vous l'avez ressenti, à ce moment-là s'ouvre la porte de la liberté. Si votre mouvement est approximatif, vous ne savez pas trop où vous menez votre corps, alors peut-être c'est moins d'effort, mais du coup c'est moins de liberté. Donc j'ai quand même cette rigueur, je crois, de la danse classique. Je l'ai quand même dans ma méthode. Je me suis détachée de la danse quand j'ai commencé, j'ai enseigné aux enfants.
Et il y a eu un moment dans ma vie où j'avais tout type de corps. J'avais beaucoup de monde à l'époque dans mes cours et j'avais des adolescentes qui n'avaient pas forcément un physique pour la danse classique. Et j'adorais ça. J'aimais en fait transmettre le fait que la danse classique n'est pas aussi que pour les gens minces, en amateur j'entends. Hein, voilà, en amateur. Et puis après, j'ai eu cette période où je me suis dit, mais mince quand même, je force un peu les corps des enfants dans quelque chose parfois qui peut blesser. Moi, ça ne m'a pas blessée, mais qui peut blesser. Et je me suis détournée de cette danse pour cette raison-là. Et enfin, je me suis détournée. J'ai gardé beaucoup de choses de la danse. Sûr, oui. L'alignement, le corps droit, corps gauche vient complètement de la danse classique pour moi. Vous pouvez expliquer parce que ça, je pense que les auditeurs ne vont pas savoir ce que c'est. C'est souvent demandé. Corps droit, corps gauche, c'est peut-être une façon de dire de contracter le périnée, mais moi, j'ai enlevé ce mot périnée de mon vocabulaire d'enseignante. Souvent, le périnée, on dit qu'il faut le contracter, mais on se retrouve, vous savez, avec beaucoup trop de périnées qui sont musclés, trop musclés, qui manquent d'élasticité. Et on a le même problème de fuite urinaire quand on a un périnée qui est trop musclé que quand il n'est pas assez. Et oui, voilà, c'est la même chose. En fait, le périnée, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit élastique. Donc, qu'il se contracte et s'étire facilement, qu'il agisse comme un plancher, le plancher pelvien, voilà, qu'il soit comme un petit, un soutien sous nos organes. Et donc, j'ai enlevé, je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen, parce que finalement, les femmes, en fait, se contractaient très très fort, contractaient les adducteurs, les sous-fessiers, enfin contractaient beaucoup plus que le périnée. Et j'ai réfléchi, quand on a enseigné la danse, on m'a jamais parlé du périnée. Et pour autant, on a des périnées très musclés. Et en fait, ce qu'on nous enseigne beaucoup en danse classique, c'est de ne jamais croiser ce que j'appelle le corps droit et le corps gauche. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les mouvements de danse classique, là je le fais, les auditeurs vont pas... Mais on ne croise pas comme ça n'existe pas. Les bras. Voilà, la ligne médiane de notre corps n'est jamais croisée. D'accord. Elle est toujours... Donc on a ce corps droit et ce corps gauche bien dissociés par cette ligne médiane. Voilà. Mais on le rassemble, et quand on le rassemble, c'est pour avoir la puissance. C'est-à-dire que quand je commence mentalement à resserrer les deux talons, l'intérieur de mes malléoles, naturellement mes adducteurs s'engagent, mon périnée moyen aussi s'engage, on va resserrer également les hanches, les épaules, et tout ça en fait va nous donner vraiment une force incroyable, et ça va durer 2 secondes, voilà, dans ma méthode, entre l'inspire et l'expire, pour engager. On peut dire, oui, finalement c'est le périnée. Oui, mais il y a une notion aussi... que je tiens de la danse classique un peu plus philosophique, entre guillemets, qui est plus un alignement. Oui. Ça me fait du bien aussi. Vous savez, comme en yoga, quand on met les mains comme ça, dans ma méthode, je fais souvent ça. J'ouvre toujours les cours avec les mains ensemble. Je ferme aussi au niveau du sternum, voilà, au niveau du chakra. Ça, c'est peut-être plus yoga. Mais moi, ça me fait du bien dans mon centrage, mon ancrage, mon alignement. On se ressent. Quand on dit qu'on se ressent, c'est ça, qu'on s'ancre. Enfin, c'est un mix des deux, en fait. Et finalement, et le pouvoir du bassin, c'est aussi ça. C'est aussi cet ancrage. C'est aussi... il faut savoir aussi que dans le périnée, celui qu'on contracte consciemment, c'est le puborectal. Le reste du périnée superficiel et profond et les autres muscles, nous ne sommes pas capables consciemment de les contracter. Donc, quand vous restez comme ça serré, souvent... vous avez d'autres muscles qui se sont mis, puisque le puborectal, c'est un muscle phasique. Donc, un muscle phasique, il tient la contraction que 2 secondes. Après, il se relâche. Donc, je trouve que la force et la puissance de ce bas du corps, c'est plus que ça. Voilà, c'est un ensemble. Alors, on parlait de la rigueur de la danse, de la discipline. On a aussi l'idée que quand on danse, on utilise beaucoup le miroir. Est-ce que c'est pas aussi une discipline qui fait qu'on se compare beaucoup ou qu'on a une recherche de perfection qui finalement est peut-être pas tout à fait... on la lie pas forcément avec une idée de bien-être quand on est à la recherche de la perfection ou qu'on se regarde une grande partie de la journée. Oui, alors j'ai eu les deux côtés, c'est-à-dire qu'en tant que danseuse moi-même, j'ai utilisé le miroir où je me suis regardée, étudiée, et puis j'ai eu l'autre côté où en tant qu'enseignante, j'ai utilisé le miroir pour enseigner. C'est 2 choses différentes, parce que quand vous êtes enseignante, vous ne vous regardez jamais. Enfin, moi, je me regardais jamais. Je regardais par contre mes élèves, c'est un excellent outil pour voir la personne qui est au bout de la salle, déjà. Moi, en tant que danseuse, en fait, je pense que les danseurs, on ne regarde pas notre enveloppe, on est vraiment détaché de notre corps. Vous regardez la fluidité d'un mouvement? Oui, on regarde notre gestuelle, oui, mais on a perdu, il n'y a pas de séduction, ni de nous
à l'autre, ni de nous à nous. On n'est pas en train de se regarder pour savoir si on se plaît quand on est danseur, ou savoir si on est jolie, ou si on est bien coiffé. Souvent, on est quand même... on fait pas très attention ni à notre coiffure, ni on a un chignon rapidement fait, on n'a pas de maquillage. Enfin, c'est vraiment notre outil. On regarde notre corps comme un violoniste regarde son violon. C'est vraiment notre outil, donc ça devient une machine, ça peut être même perturbant. Moi, ça a perturbé parfois mes amis ou mon mari aussi, parce qu'on a un rapport au corps très différent, je crois. Et on enlève ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la séduction, on n'a pas ce regard-là vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que moi, je me fiche de savoir si je me plais. C'est pas le sujet de ma vie. J'ai envie d'être quelqu'un de bien, évidemment, mais plutôt quelqu'un de bienveillant, savoir si je me plais physiquement. La vie est vraiment courte pour que je me pose cette question. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Oui, puis j'imagine que vous regardez... c'est le regard sur la mobilité du corps, c'est le regard sur vous évoquez la liberté. C'est comment justement amener cette liberté dans un geste qui, nous, qui ne sommes pas des danseurs, quand on va vous voir, ce qui nous bluffe, c'est comment les choses ont l'air si fluides et si simples, alors qu'on sait que vous avez travaillé des heures et des heures pendant des jours, des mois. Et c'est ça qui est magique dans la danse. C'est la recherche, c'est cette recherche de fluidité, lié donc à un mouvement et à sa respiration. Moi, c'est ce que j'essaie aussi de transmettre. Alors évidemment, dans les compagnies, la technicité fait que c'est très difficile, mais on peut tous avoir cette fluidité et cette respiration dans un mouvement simple. Croire que cette fluidité qu'on appelle parfois la grâce est réservée à certaines personnes, c'est faux. Vraiment, sur un mouvement simple, c'est accessible à tous et ça fait tellement de bien. Tout le monde aime danser quand même globalement. C'est quelque chose qui est très agréable dans le corps. Vous avez des modèles de femmes qui vous ont inspiré, dont l'allure, alors peut-être pas la beauté, parce que manifestement c'est pas ce qui vous motive le plus, mais l'allure ou justement la liberté de mouvement ou... Moi, je suis une grande fan de Pina Bausch. Pour moi, c'est la liberté. Elle a tout bousculé. Voilà, cette grande femme. Alors moi, je suis pas grande, alors peut-être que si, il y a un petit côté. Cette grande femme, pas maquillée, les cheveux tirés, et puis finalement, avec ses rides... Voilà, j'ai souvenir d'elle avec sa cigarette, ses grands mouvements. Voilà, j'aime aussi beaucoup Caroline Carlson. Enfin, ouais, j'ai des modèles comme ça qui sont... de danseuses. Oui, ah bah oui, c'est... peut-être je peux... Non, c'est vrai qu'après, comme ça me vient moins d'autres personnes. Mais il y en a sûrement d'autres. Et alors, puisqu'on est aussi encore dans Injonction et Bistouri, est-ce que ça vous est arrivé, vous, d'imaginer recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique, ou c'est loin de vous? Alors moi, j'ai une chance, je sais pas si c'est une chance, mais depuis l'âge de 30 ans, j'ai un médecin esthétique qui me suit. Oui, ça se voit pas. Non, c'est pas la question de... En fait, enfant, j'étais malade, enfin bref, et donc j'ai été beaucoup allergique. Et j'ai fait beaucoup de réactions, j'ai une peau extrêmement fragile. Donc, j'ai vraiment souffert de cette peau, à pas pouvoir sortir dehors, voilà, avec des vacances très privées, avec des choses donc allergiques au soleil, allergiques aux aliments, allergiques, enfin voilà. Et donc, quand j'ai eu les moyens, en fait, j'ai commencé donc, je suis allée voir un médecin esthétique parce que j'avais beau dépenser des fortunes dans les crèmes, ça ne marchait pas. J'avais toujours la peau aussi sèche, aussi réactive, rouge, souvent avec un peu d'eczéma. Et j'ai fait déjà beaucoup de choses, alors plutôt dans le soin. Oui, quel type de soins? Alors, au départ, j'en fais moins maintenant, mais je faisais beaucoup de mésothérapie, ça j'adore. Radiofréquence, qu'est-ce que j'ai fait? On me fait encore du IPM, non? Ça vous dit quelque chose? IPL, voilà. Ça, c'est la lampe, la lumière pulsée, c'est pour le teint, c'est pour unifier le teint. C'est ça. Je pense que j'y vais encore une fois par trimestre. Voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace. Moi, j'ai envie d'avoir alors peut-être c'est mon passé, mais une jolie peau, je trouve que on est plus lumineuse. Les rides, pour l'instant, ne me dérangent pas. Pour l'instant. Mon médecin m'a demandé autour de mes yeux, elle me dit, ça te gêne pas, ça, quand même? Pour l'instant, ça me gêne pas. Oui, voilà. Bien sûr. Non, mais en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est que ce sont des procédures à notre disposition, et là encore, on les utilise ou non. Enfin, il n'y a pas, il faut commencer à tel âge. Des fois, on me demande, mais il ne faut rien du tout. Soyons clairs, il faut juste être très informé si on commence à envisager d'y aller, mais sinon, il y a chacun... on peut,
Donc, et c'est vrai que j'ai confiance je crois aussi qu'il faut être confiante. Oui. Moi, j'ai confiance en ce qu'elle me propose. Bien sûr, voilà, donc... Et finalement, donc, c'est possible d'avoir un rapport apaisé à son corps quand on a été danseuse longtemps et quand on est, comme vous aujourd'hui, à travailler sur le corps quand même. Oui, je pense qu'on peut avoir un rapport apaisé. Moi, je montre beaucoup mon corps sur les réseaux, mais je ne cache pas ses imperfections. Parfois, je les vois quand je poste des vidéos. Vous savez, sur mes jambes, elles sont pas parfaites. J'ai un petit peu de cellulite. J'ai une cicatrice à gauche. Ça me dérange pas. Encore une fois, je pense que quand on enlève un peu le côté séduction, on est plus apaisé. Enfin, moi, il me va bien. Il me va bien. Enfin, j'ai appris à faire avec et voilà. Et je m'amuse de le travailler. Pour l'instant, je trouve qu'il est quand même plutôt sympa avec moi, mon corps. Il va. J'ai pas de douleur. Je me suis jamais blessée, quasiment. Une fois à l'épaule avec un danseur, mais il y a très longtemps. Donc, mais vous avez raison, vous mettez encore une fois l'attention sur un point qui est essentiel, c'est que comme vous le disiez, comme vous l'avez dit dans cet enregistrement, c'est que quand on ressent son corps de l'intérieur, c'est plus facile d'être apaisé en analysant son corps vécu de l'intérieur qu'en se jugeant, en se regardant dans la glace. Ouais, de l'extérieur. Moi, je pense que le miroir, encore une fois, quand on commence à comprendre ce système de notre cerveau qui nous protège et qui nous montre que ce qu'il veut, on voit quand même que des personnes vous disent « Ah, vous êtes super sur cette photo » et puis vous... Bien sûr. Ça arrive tout le temps parce qu'on ne se voit pas les autres nous voient. Voilà, ça c'est... Et quand on a compris ça, et puis il y a rien de mieux qu'un sourire. Le jour où vous vous trouvez un peu fatigué, moi... J'allais vous demander, vous faites quoi les jours où ça va un peu moins que d'habitude? Alors moi, comme je dors super bien, j'ai quand même peu de jours où ça va pas. Vraiment, je vais bien, j'ai peu de jours où ça va pas. Les peu de fois où je me dis tiens, la dernière fois ça m'est arrivé, j'étais pas bien et j'ai jamais mal à la tête. Là, je fais un peu comme un mal de tête. Et finalement, j'avais le Covid. Ah oui, d'accord. Donc vous n'avez pas une routine, les jours où vous avez un peu le moral en berne, vous n'avez jamais le moral en berne Non. Puisque vous bougez tous les jours. Donc c'est ça aussi peut-être qui vous transporte. C'est ça. Et puis non, j'ai pas le... Non, vraiment, je me force pas. Je suis plutôt positive. Enfin, je n'ai pas de baisse de morale. Je crois que la vie ça n'a pas toujours été le cas. Mais cette période de vie que je traverse, il faut que je l'apprécie. Il faut que je sois à la hauteur de cette vie, de tout ce qui m'est proposé, avec joie. Je vis dans de très bonnes conditions. Enfin, je trouve que voilà, tout est facile. Donc, vous aimez ce que vous faites. Aussi, voilà. J'ai vraiment l'impression d'être entourée des personnes que j'aime, je suis à ma place, je fais un travail que j'aime, donc c'est vrai que il faut gérer la fatigue, mais comme je vous disais, il n'y a que la fatigue qui peut me peser un peu parfois, mais comme je dors très bien et que je récupère et puis je suis capable d'une hygiène de vie, c'est-à-dire pour moi c'est primordial d'être toujours bien. Donc s'il faut que je change mon alimentation, que j'arrête l'alcool, tous ces choix-là, je suis vraiment capable de le faire parce que ma priorité, c'est vraiment de me réveiller le matin en forme. On arrive à la fin de l'enregistrement. Vous auriez 2-3 conseils pour soit encourager quelqu'un à s'y mettre ou soit qu'on augmente notre routine quotidienne. Si on a du mal à s'y mettre, le meilleur conseil, c'est vraiment de commencer par des toutes petites choses. De ne pas se mettre de grands objectifs, essayer de faire des petits rituels et vous allez vous rendre compte en fait que ces petits rituels deviennent essentiels. Alors moi j'aime bien par exemple un petit rituel dans la salle de bain parce qu'on va passer par la salle de bain, on va se brosser les dents, donc essayez de faire votre petit rituel, peut-être ça peut être la respiration à ce moment-là, et d'essayer de ces 2-3 minutes on va voir petit à petit qu'on va avoir envie de plus. Moi j'ai des élèves qui ont démarré en VOD, une dame à laquelle je pense qui a démarré le sport avec moi mais qui a 70 ans je crois, et elle me disait au départ 15 minutes c'était long, maintenant je fais 2 ou 3 vidéos d'affilée parce que j'en ai pas assez. Voilà, sans se forcer, sans être sportif, si on démarre avec des tout petits objectifs, on va avoir du bien-être et petit à petit on en voudra plus. Donc ça c'est une bonne je trouve un bon conseil. Et puis pour les personnes qui sont déjà sportives, j'ai eu le cas là tout à l'heure parce que j'ai beaucoup de messages, alors j'ai beaucoup d'exemples. Quelqu'un qui me disait
Bon, j'ai fait 18 ans de fitness et j'ai mon ventre en fait qui me complexe. Il est toujours très rond, toujours très gonflé. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Eh bien, il y a une erreur dans le training. Si le ventre reste gonflé, si l'alimentation et l'hydratation sont bonnes et la gestion du stress est bonne, peut-être il y a une erreur dans le training, il y a une erreur dans la façon de faire les abdominaux qui peut être vite là, parce qu'on peut vite faire du concentrique au niveau du ventre. Donc, le ventre quand on fait les abdominaux. Tout à fait. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Alors à ce moment-là, mon conseil, c'est d'avoir un coach au départ, près de soi. Voilà, il faut identifier l'erreur pour trouver le chemin de la guérison. C'est pas une maladie, mais c'est souvent comme ça que l'on fait en cabinet de kinésithérapie. En général, quand les gens sont blessés, pour contourner et reconditionner. Donc voilà. Finalement, vous aimeriez vieillir comme qui ou comment ? Alors, j'aimerais vieillir comme qui ? Ah, je sais ou pas. Peut-être pas vieillir. Si, moi j'ai très très envie de cette étape parce que évidemment il y aura des petits-enfants, il y aura tout ça. Donc j'aimerais vieillir comme ça, en étant apaisée, être une grand-mère et voir cette génération. En ce moment, je suis très sensible à la transmission du bien-être à travers mes enfants. Et donc, ça sera peut-être à travers mes petits-enfants. Je trouve qu'on a un rôle à jouer. On a un rôle, mais au-delà de l'esthétisme. Encore une fois, quelqu'un disait « Oh, mais avec le monde qui nous entoure », moi, ma réponse, je dis « C'est nous, le monde qui nous entoure ». Et si nous, on est chouette avec les uns, avec les autres, on va faire un monde beaucoup plus agréable à vivre. Et peut-être que on a ça à donner, enfin moi j'ai peut-être ça à donner à cette vie, c'est de transmettre en fait le bien-être, la gentillesse. Je dis pas la bienveillance parce que c'est un peu galvaudé, mais la gentillesse pour justement peut-être effacer ces émotions de peur et de colère qui nous entourent et garder les autres émotions de l'être humain, parce qu'on a vraiment quelque chose à faire de beau à travers ce bien-être, pas que du commerce. Et pas que de l'ego sans Oui, rage. mais non, voilà, c'est tellement... La transmission de quelque chose, c'est tellement pas l'ego. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette transmission, notamment dans le yoga. On donne quelque chose à quelqu'un. J'ai créé ma méthode pour rendre les élèves autonomes. Autonomes pour se gérer nos émotions, gérer notre corps. Je pense que quand on est bien dans notre corps, dans nos émotions, on est bien avec les personnes qui nous entourent. Merci beaucoup Céline Roy d'avoir partagé avec nous votre méthode et une approche du mouvement facteur de puissance et de confiance en soi. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. Pour vous aussi, c'est essentiel de bouger, bien au-delà des bénéfices silhouettes. Vous avez trouvé une discipline corporelle qui vous enchante ou vous peinez encore à mettre davantage de mouvement dans votre quotidien ? J'attends votre commentaire sur mon compte Instagram, Injonction et Bistouri bien sûr, en messagerie privée si ça vous convient mieux. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, je vous le dis souvent, c'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.